À Noël, ma fille a dit que je ne faisais pas partie de la famille, alors je l'ai radiée du testament. Si cette histoire touche votre cœur au plus profond, laissez un like pour soutenir notre chaîne. Vos commentaires sont précieux. Partagez ce que vous avez ressenti en lisant cette histoire de justice et de rédemption. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune autre histoire qui touche l'âme. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 68 ans et j'ai cru toute ma vie que la famille était sacrée. J'ai travaillé comme maçon pendant 46 ans dans les matins froids de la région parisienne, avec des mains qui tremblaient de froid pendant que je posais pierre après pierre, tout pour construire un avenir meilleur pour ma fille Isabelle. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour de Noël, dans la maison que j'avais construite de mes propres mains, ma fille me regarderait dans les yeux et me dirait que je ne faisais plus partie de la famille. L'histoire commence il y a 3 ans, quand ma femme Claire est morte après un long combat contre le cancer. Nous étions mariés depuis 41 ans, et elle était le soleil de ma vie. Pendant ces derniers mois, Isabelle semblait attentionnée, elle venait souvent nous rendre visite, aidait avec les médicaments de sa mère. Je pensais que nous avions enfin retrouvé ce lien qui s'était affaibli au fil des années, depuis qu'elle avait épousé Antoine, un expert comptable parisien qui avait toujours regardé notre modeste maison à Créteil avec un air de supériorité. Après les funérailles de Claire, la maison du 47 rue des Lilas devint trop grande et trop silencieuse pour moi seul. Isabelle insista pour que j'aille vivre avec eux dans leur appartement à Neuilly-sur-Seine, dans un de ces immeubles modernes de verre et d'acier qui coûtent l'équivalent d'une vie entière de travail. « Papa, tu ne peux pas rester seul, » me disait-elle en me caressant l'épaule avec cette douceur que je me rappelais de son enfance, quand elle courait vers moi sale de mortier et de ciment, en criant « Papa est rentré ». Au début, tout semblait bien se passer. Antoine se montrait cordial, même prévenant. Il me demanda si j'avais besoin d'aide avec les démarches administratives après la mort de Claire, si je voulais qu'il revoie mes placements. « Pierre, me disait-il avec ce ton professionnel qu'il utilisait avec ses clients, à ton âge, il est important de bien organiser ses papiers. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Ma chambre était petite mais confortable, avec une fenêtre qui donnait sur les tours de la Défense. Isabelle avait choisi des meubles neutres, un lit simple, une armoire moderne, un fauteuil beige. Rien qui rappelait notre ancienne maison, rien des photographies de famille que j'avais conservées pendant des décennies. « C'est mieux comme ça, papa, » m'expliqua-t-elle quand je demandais où étaient passées les photos de moi et Claire à notre mariage, ou celles d'Isabelle à 3 ans quand elle apprenait à faire du vélo dans la cour. Trop de souvenirs tristes ne te feraient que du mal. Les premiers mois passèrent dans une routine qui me semblait agréable au début. Je me levais à 6 heures, comme je l'avais fait pendant 46 ans sur les chantiers, mais au lieu d'enfiler mes chaussures de sécurité et ma tenue de travail, je restais en pyjama jusqu'à tard. Isabelle préparait le café avec sa machine à 1000 €, et je m'asseyais à la table de cuisine brillante, écoutant Antoine parler au téléphone d'investissement et d'opérations financières que je ne comprenais pas. Oui, l'opération devrait se conclure avant la fin de l'année, je l'entendais dire souvent, marchant de long en large dans le salon pendant qu'il parlait avec ses clients. Non, non, les risques sont minimes. Nous parlons d'un rendement de 12% annuel, garanti. Ces paroles glissaient sur moi comme de l'eau sur du marbre, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise. Isabelle travaillait comme employée dans une société de conseil, mais elle rentrait souvent à la maison avec des sacs de magasins chers, Hermès, Louis Vuitton, des marques que je ne connaissais que parce que je les voyais dans les vitrines éclairées de la rue du Faubourg Saint-Honoré quand je passais avec le camion de l'entreprise de bâtiment. L'image professionnelle est importante, papa, m'expliquait-elle quand je faisais remarquer le prix d'un sac qui coûtait l'équivalent de 2 mois de ma retraite. Dans mon milieu, ces choses comptent. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voyais Antoine souvent nerveux quand il vérifiait son téléphone, je voyais Isabelle chuchoter des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans la pièce. Un soir, pendant que je regardais la télévision dans le salon, j'entendis Antoine hausser la voix au téléphone, « Je t'ai dit que l'argent arriverait. » Le vieux a des biens immobiliers d'au moins 2 millions d'euros, et Isabelle est fille unique. Ce n'est qu'une question de temps. Mon sang se glaça. Le vieux, c'était moi. Il raccrocha dès qu'il se rendit compte que je le regardais, et me sourit avec cette expression étudiée. « Excuse-moi Pierre, le travail. Tu sais comment sont ces clients, toujours anxieux pour leurs investissements.
À partir de ce moment, je commençai à faire plus attention. Je remarquai comment Isabelle et Antoine s'isolaient souvent dans leur chambre à coucher pour parler à voix basse, comment ils cessaient de converser quand j'entrais dans la cuisine, comment Antoine avait commencé à poser des questions de plus en plus spécifiques sur mes biens immobiliers et mes économies pour la vieillesse. La vérité était qu'après une vie de sacrifice, j'avais réussi à accumuler un petit patrimoine. La maison de la rue des Lilas, que j'avais entièrement rénovée au fil des années, valait environ 400 000 €. J'avais aussi un petit appartement à Nice que j'avais acheté dans les années 80 comme investissement, quand les prix étaient encore accessibles pour un ouvrier comme moi. Et puis il y avait les économies, pas une fortune, mais assez pour me garantir une vieillesse digne et laisser quelque chose à Isabelle. Un soir de novembre, pendant que je faisais semblant de dormir, j'entendis Isabelle et Antoine parler dans leur chambre. Les murs de l'appartement moderne étaient minces, et leur voix arrivait clairement à travers la porte entr'ouverte. « Nous ne pouvons plus attendre, » disait Antoine. « Mes dettes de jeu deviennent insoutenables. Ces gens ne plaisantent pas, Isabelle. Ils m'ont donné jusqu'à Noël pour tout régler. » « Mais comment faire ?» répondit Isabelle, et dans sa voix il y avait une anxiété que je n'avais jamais entendue. « Papa a encore toute sa tête, nous ne pouvons pas le convaincre de vendre la maison ou de nous donner l'argent comme ça, sans raison. »« Il faut être plus malin, » répliqua Antoine. « Ton père t'adore, il te fait aveuglément confiance. Nous devons lui faire croire que nous avons besoin d'aide, que nous traversons une période difficile. Tu pourrais peut-être lui dire que tu es malade, que tu as besoin de soins coûteux. Antoine, je ne peux pas mentir ainsi à mon père. Il a déjà assez souffert avec la mort de maman. Isabelle, écoute-moi bien. » La voix d'Antoine devint dure, froide. « Ou nous trouvons 200 000 € avant Noël, ou je disparais de ta vie et tu restes seul avec ton vieux et ses sermons sur les sacrifices. À toi de choisir. » Le silence qui suivit me parut éternel. Puis j'entendis Isabelle soupirer profondément. « D'accord. Nous trouverons un moyen. » Je restai éveillé toute la nuit, avec un cœur qui battait si fort que je craignais qu'il puisse l'entendre de la chambre voisine. Mon Isabelle, l'enfant pour qui j'avais travaillé sous la pluie et la neige, pour qui j'avais renoncé aux vacances et aux divertissements, pour qui j'avais mis de côté chaque centime que je pouvais, était en train de planifier de me voler. Dans les jours qui suivirent, je commençai à voir tout avec des yeux différents. Je remarquai comment Isabelle était devenue soudainement affectueuse, comment elle m'embrassait plus souvent, comment elle me demandait constamment si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. « Papa, tu es si pâle ces derniers temps, » me disait-elle en me caressant la joue. « Tu devrais peut-être faire quelques examens médicaux. Tu sais qu'il y a des traitements très coûteux aujourd'hui, mais qui font des miracles. » Antoine, de son côté, avait commencé à ramener à la maison des brochures de maisons de retraite de luxe. « Pierre, regarde comme cette structure est belle, » me disait-il en me montrant des photos de jardins entretenus et de salles à manger élégantes. « Imagine, plus aucun souci, tout compris. Ça ne coûte que 3 000 € par mois, mais pour la tranquillité on ne peut pas regarder à la dépense, non. Chacun de leurs gestes, chacun de leurs mots, chacun de leurs sourires m'apparaissait maintenant comme une représentation étudiée. Mais le coup final arriva une semaine avant Noël. J'étais allé me coucher tôt, disant que je ne me sentais pas bien, ce qui n'était pas entièrement faux, car le poids de ce que je découvrais m'écrasait la poitrine comme une dalle de béton. Vers 11 heures, j'entendis Isabelle au téléphone avec quelqu'un. « Maman n'est morte que depuis 3 ans, » disait-elle, « et papa est encore très attaché à ses souvenirs. Si nous pouvions le convaincre qu'il a besoin de soins psychiatriques pour la dépression, nous pourrions obtenir la procuration légale et gérer ses biens. » La voix de l'autre côté du téléphone, je n'arrivais pas à l'entendre clairement, mais Isabelle continua. « Je sais que ça semble terrible, mais Antoine a raison. Papa a 68 ans, combien d'années peut-il encore vivre? Il vaut mieux que cet argent soit utilisé maintenant, pour nous aider nous qui avons encore toute la vie devant nous. » 68 ans. Ma fille pensait que j'avais l'âge exact que j'avais. Mais pour elle, j'étais déjà un poids mort, un obstacle entre eux et l'argent qu'ils croyaient mériter. Cette nuit-là, je pris une décision. Si ma fille voulait jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles.
Le lendemain, pendant qu'ils étaient au travail, je sortis de la maison pour la première fois depuis des mois. J'allais voir mon vieil avocat, maître François Lemaire, qui avait son cabinet dans le 7e arrondissement depuis 30 ans. François me connaissait depuis l'enfance d'Isabelle, il avait géré l'achat de la maison à Créteil et toutes les démarches liées à mes petits investissements immobiliers. Pierre m'accueillit avec son sourire cordial habituel. « Comment ça va? Isabelle m'a dit que tu vis maintenant avec eux dans le centre. » « Bien, bien, à ton âge il est important de ne pas rester seul. » Je lui racontai tout. Chaque mot que j'avais entendu, chaque soupçon que j'avais eu. François m'écouta en silence, hochant la tête de temps en temps, ses sourcils touffus se fronçant de plus en plus. « Pierre, me dit-il quand j'eus fini, je suis vraiment désolé. Je sais combien tu aimes Isabelle, je sais combien tu as sacrifié pour elle. Mais je dois te dire que ce que tu me racontes ne me surprend pas entièrement. Ces dernières années, j'ai vu beaucoup de cas similaires. Des enfants qui ne voient leurs parents âgés que comme un patrimoine à hériter. Que puis-je faire, François? Eh bien, techniquement ils n'ont encore rien fait d'illégal. Mais nous pouvons prendre des précautions. Je peux modifier ton testament, protéger tes biens, faire en sorte qu'ils découvrent la vérité seulement quand il sera trop tard pour eux. Nous passâmes 3 heures dans son cabinet à revoir tous mes documents. François m'expliqua que j'avais plusieurs options, toutes parfaitement légales. Je pouvais créer une fondation, je pouvais lier mes biens, je pouvais tout laisser à des œuvres de charité. Mais j'avais une idée différente, plus raffinée. Je veux que mon testament soit modifié de façon qu'Isabelle n'hérite que si elle prouve qu'elle m'aime vraiment, pas par intérêt, lui dis-je. Et je veux qu'Antoine découvre que ses plans ont échoué précisément quand il s'attend à encaisser. François sourit. C'était un sourire que je connaissais bien, le même qu'il avait quand il réussissait à gagner des affaires difficiles. J'ai compris ce que tu veux, Pierre. Laisse-moi faire. Nous rentrâmes à la maison ce soir-là tard, juste à temps pour le dîner. Isabelle m'accueillit avec une fausse inquiétude. « Papa, où as-tu été toute la journée? » J'étais si inquiète. Au fait, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Martin, ce psychiatre que nous avait recommandé le docteur Dubois. Il dit qu'il pourrait aider avec la dépression due au manque de maman. Je ne suis pas déprimé, Isabelle, lui répondis-je en la regardant dans les yeux. Je suis désolé de te décevoir. Son sourire vacilla un instant, puis redevint lumineux comme avant. Bien sûr que tu n'es pas déprimé, papa. C'est juste par sécurité, tu sais comme sont les médecins aujourd'hui, ils veulent toujours être sûrs de tout. Les jours avant Noël passèrent dans une tension croissante. Isabelle et Antoine étaient de plus en plus nerveux, de plus en plus pressants. Antoine avait commencé à recevoir des appels menaçants même en journée, et un soir je le vis regarder par la fenêtre avec une expression terrorisée. « Cette voiture noire est là depuis 3 jours, me dit Isabelle un soir, indiquant une BMW garée sous leur immeuble. Je me demande à qui elle est. Je savais très bien à qui elle était. Antoine avait des dettes avec les mauvaises personnes, et elle commençait à se montrer pour lui rappeler l'échéance. Le 23 décembre, Isabelle me proposa d'aller ensemble acheter les derniers cadeaux. C'était la première fois en moi que nous sortions seuls ensemble, et pendant un moment j'espérais que j'avais peut-être mal compris tout, que ma fille m'aimait vraiment et que j'étais juste un vieil homme paranoïaque. Nous marchions dans les rues de Paris, entre les étals du marché de Noël, et Isabelle me tenait le bras comme elle le faisait enfant. « Papa, me dit-elle en s'arrêtant devant un étal de douceur typique, tu te souviens quand j'étais petite et que tu m'amenais toujours ici pour acheter des marrons glacés? » Bien sûr que je me souviens, Isabelle. Tu étais si petite que je devais te porter dans mes bras pour que tu puisses voir toutes les douceurs. Elle sourit, et pendant un moment je vis l'enfant qu'elle avait été. Puis son sourire devint différent, plus calculé. « Papa, je dois te parler de quelque chose d'important. Antoine et moi traversons une période très difficile. Nous avons fait quelques investissements qui ont mal tourné, et maintenant. » Elle s'arrêta, comme si elle cherchait les mots justes. « Maintenant nous avons besoin d'aide. Une grosse aide. » Voilà. Le moment était arrivé. Quel genre d'aide, Isabelle? De l'argent, papa.
Nous avons besoin de 200 000 € avant le lendemain de Noël, ou nous perdrons tout. Je sais que c'est une somme énorme, mais tu as la maison de Créteil, l'appartement de Nice. Si tu pouvais les vendre, ou même juste faire un crédit. Je la regardai dans les yeux. Ses yeux bleus, identiques à ceux de sa mère, me mentaient avec une froideur qui me glaça le sang. Isabelle, ces 200 000 € ne sont pas pour des investissements qui ont mal tourné, n'est-ce pas? Elle sursauta. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux dire que je sais tout. Je sais des dettes de jeu d'Antoine, je sais que tu savais tout, je sais que vous avez planifié de me voler en faisant semblant que j'étais malade mental. Son visage devint blanc comme la neige qui avait commencé à tomber sur les toits de Paris. Papa, tu ne peux pas avoir entendu, ce n'est pas comme tu le penses. C'est exactement comme je le pense, Isabelle. Et maintenant je te dis ce que nous allons faire. Nous rentrons à la maison, nous fêtons Noël comme une famille normale, et puis je retourne dans ma maison de Créteil. Sans vous. Mais papa, tu ne peux pas, tu as besoin de nous. Qui prendra soin de toi? Je me suis occupé de moi-même pendant 68 ans, Isabelle. Je pense que je peux y arriver encore quelques années. Le jour de Noël, l'atmosphère dans la maison était endue comme une corde de violon. Isabelle avait les yeux gonflés de larmes, Antoine n'arrivait pas à tenir en place et regardait son téléphone toutes les 2 minutes. Ils avaient préparé un déjeuner élaboré, dinde au marron, bûche de Noël, mais aucun de nous n'avait d'appétit. Alors, Pierre, dit Antoine pendant le repas, tentant de paraître normal, as-tu pensé à notre proposition? Tu sais, le temps presse, et si tu veux vraiment aider Isabelle. Antoine, l'interrompis-je, ne fais pas semblant. Je sais très bien pourquoi tu as besoin de cet argent, et je sais très bien que cette voiture noire garée sous l'immeuble n'est pas là par hasard. Il devint pâle comme la nappe. Pierre, je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle du fait que tu dois 200 000 € aux mauvaises personnes, que tu as impliqué ma fille dans tes problèmes, et que vous avez planifié de me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé une vie entière. Isabelle commença à pleurer. Papa, je t'en prie, essaie de comprendre. Nous ne voulions pas te faire de mal, mais nous ne savions pas quoi faire. Antoine a besoin d'aide, et nous. Et vous quoi, Isabelle? Vous avez décidé qu'il serait plus facile de me traiter comme un dément à voler plutôt que de me dire la vérité? Antoine se leva brusquement de sa chaise. Écoute, le vieux, ne fais pas le supérieur. Tu as cet argent seulement parce que tu as eu de la chance, parce que tu as acheté des maisons quand elles coûtaient peu cher. Nous avons étudié, nous avons travaillé dur, nous méritons une vie meilleure que celle que nous pouvons nous permettre. Tu mérites. Je le regardai fixement dans les yeux. Tu mérites d'être entretenu par un maçon de 68 ans parce que tu es trop stupide pour ne pas jouer ton argent au casino? Papa, ça suffit. Isabelle cria, se levant à son tour. Tu ne peux pas parler ainsi à mon mari. Antoine a raison, tu ne comprends rien au monde d'aujourd'hui, tu ne comprends pas comme il est difficile de vivre avec ce que nous gagnons. Ah non? Alors explique-moi, Isabelle. Explique-moi pourquoi je devrais vendre tout ce que j'ai construit dans une vie de sacrifice pour sauver les fesses d'un joueur compulsif qui a épousé ma fille par intérêt. Par intérêt. Isabelle me regarda avec une haine pure. Tu crois vraiment qu'Antoine m'a épousé pour tes quelques euros? Mais regarde-toi, papa. Tu es un vieil ouvrier ignorant qui sent encore le mortier. Antoine aurait pu épouser n'importe qui, c'est un expert comptable diplômé, il a fait des études. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle se rendit compte immédiatement de ce qu'elle avait dit, mais c'était déjà trop tard. Isabelle. Commença-t-elle à dire, mais je levai une main pour l'arrêter. Non, Isabelle. Tu as dit ce que tu pensais vraiment. Ton père est un vieil ouvrier ignorant qui sent le mortier. Bien. Alors ce vieil ouvrier ignorant reprend sa vie et ses quelques euros. Je me levai de table avec la dignité qui me restait. Je vais appeler un taxi et retourner dans ma maison aujourd'hui même. Et ne t'inquiète pas pour l'héritage, Isabelle. Un ouvrier ignorant comme moi n'a pas le droit de laisser quoi que ce soit à une experte raffinée comme toi. Papa, attends, je ne voulais pas dire.
Isabelle me suivit pendant que j'allais dans ma chambre prendre les quelques affaires que j'avais apportées. Tu voulais dire chaque mot, Isabelle. Et tu sais quoi? Je suis presque reconnaissant que tu l'aies dit. Parce que maintenant je sais exactement qui tu es. Antoine apparut à la porte de la chambre. Pierre, écoute, peut-être que nous pouvons trouver un compromis. Tu n'as pas besoin de partir, nous pouvons tout résoudre de façon civilisée. Civilisée? Je me tournai pour le regarder. Tu appelles civilisé de planifier de me faire déclarer inapte pour me voler mon argent? Tu appelles civilisé d'utiliser ma fille pour duper un vieil homme? Mais je... Antoine regarda Isabelle, puis de nouveau moi. J'aime vraiment Isabelle, tu dois me croire. Et je te respecte, tu as été comme un père pour moi. Un père qui devait être volé dès que possible, c'est ça? Le taxi arriva une demi-heure plus tard. Pendant que je descendais avec ma valise, Isabelle me courut après. Papa, je t'en prie, ne pars pas comme ça. C'est Noël, c'est notre premier Noël sans maman. Tu ne peux pas me laisser seule. Je me tournai pour la regarder. Elle pleurait vraiment, et pendant un moment j'eus la tentation de lui pardonner, de faire demi-tour, de me comporter comme le père aimant que j'avais toujours été. Isabelle, lui dis-je doucement, je ne te laisse pas seule. Tu as choisi de rester seule quand tu as décidé que j'étais seulement un tas d'argent avec des jambes. Mais tu es mon père. Tu es ma famille. Voilà. Ces mots que j'avais attendus pendant des mois, que j'espérais entendre, arrivaient trop tard. Non, Isabelle. Tu me l'as dit toi-même. Je ne suis qu'un vieil ouvrier ignorant qui sent le mortier. Je ne suis pas de la famille. Toi et Antoine êtes la famille. Moi je ne suis que quelqu'un à voler. Je montai dans le taxi et fermai la portière. Isabelle frappa les poings contre la vitre, criant mon nom, mais je dis au chauffeur de partir sans me retourner. Pendant le trajet vers Créteil, je regardai Paris glisser par la fenêtre. Les lumières de Noël brillaient dans les vitrines, les familles marchaient dans les rues en se tenant par la main, les enfants pressaient leur nez contre les vitrines des magasins de jouets. C'était le monde que j'avais toujours aimé, celui pour lequel j'avais travaillé, celui que j'avais voulu construire pour ma fille. La maison de la rue des Lilas m'accueillit avec l'odeur du renfermé et l'écho des souvenirs. Tout était comme je l'avais laissé 3 mois plus tôt, les photos de Claire sur la commode, son fauteuil devant la télévision, même sa tasse à café dans l'armoire de la cuisine. Je m'assis à la table de la cuisine, à la même place où j'avais pris le petit déjeuner pendant 40 ans avec ma femme, et je pleurais. Je pleurais pour la petite Isabelle qui courait vers moi les bras ouverts, pour l'Isabelle adolescente qui me racontait ses premiers rendez-vous, pour l'Isabelle mariée qui m'avait embrassé le jour de son mariage en me disant que je resterais toujours son premier amour. Mais je pleurais aussi de soulagement. Soulagement d'être enfin rentré chez moi, parmi mes affaires, avec ma dignité. Le lendemain de Noël, le téléphone commença à sonner sans arrêt. Isabelle, Antoine, même des numéros inconnus. Mais je ne répondis jamais. J'étais occupé à faire quelque chose de beaucoup plus important, je remettais ma vie en place. J'appelai François Lemaire le 27 décembre. Comment ça s'est passé, Pierre? Pire que je ne pensais, François. Isabelle m'a dit en face que j'étais un vieil ouvrier ignorant qui sent le mortier, et qu'Antoine aurait pu épouser n'importe qui au lieu de se contenter de ma fille pour mon argent. Je suis désolé, Pierre. Vraiment. Mais maintenant nous pouvons procéder avec le plan. Le plan de François était simple mais génial. Mon testament fut modifié de façon qu'Isabelle hérite de tout, mais seulement à une condition, elle devait vivre dans la maison de Créteil pendant au moins 5 ans, sans la vendre, sans la louer, en s'en occupant personnellement. De plus, elle devait écrire une lettre d'excuse publique qui serait publiée dans Le Figaro, dans la section des annonces mortuaires, expliquant comment elle avait traité son père dans les dernières années de sa vie. Si elle accepte ces conditions, expliqua François, elle héritera de tout après ta mort. Si elle ne les accepte pas, tout ira à la Fondation Saint-Antoine pour les enfants orphelins. Et Antoine? À Antoine nous ne laisserons pas un centime. En fait, j'ai parlé avec un ami qui travaille au fisc.
Si ces dettes de jeu sont si importantes comme tu le dis, il pourrait être intéressé de vérifier ses déclarations de revenus des dernières années. Les jours passèrent lentement. La maison semblait plus grande sans Isabelle, mais aussi plus propre, plus honnête. Je repris mes vieilles habitudes, je me levais à 6 heures, lisais le journal avec le premier café, cuisinais seul, regardais la télévision dans mon fauteuil préféré. Un matin de janvier, pendant que j'arrosais les plantes de Claire sur le balcon, je vis une voiture familière se garer devant le portail. Isabelle en sortit lentement, regardant autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit où elle avait grandi. Elle sonna à l'interphone. « Papa, c'est moi. Est-ce qu'on peut parler? » Je l'attendais. Je savais qu'elle viendrait tôt ou tard. Je lui ouvris le portail et l'attendis à la porte. Elle avait maigri, avait des cernes profondes, des cheveux négligés, pas comme elle les portait toujours. Mais ce qui me frappa le plus furent ses yeux, il n'y avait plus cette dureté que j'avais vue ces derniers mois. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Isabelle. » Elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. « Tout est pareil. »« Je suis pareil, Isabelle. Je n'ai pas changé. C'est toi qui avais cessé de me voir. » Elle s'assit sur le canapé, à la même place où elle se blottissait enfant quand elle avait peur des orages. « Papa, je suis venu te demander pardon. »« Pardon pourquoi, Isabelle? »« Pour tout. Pour ce que nous avons planifié, pour ce que je t'ai dit, pour ne pas avoir été la fille que tu méritais. » Je la regardai en silence. Ses larmes semblaient sincères, mais j'avais appris à ne pas me fier aux apparences. « Et Antoine? » Isabelle baissa les yeux. « Antoine a disparu 3 jours après ton départ. Il a vidé notre compte courant et il est parti. Je ne sais pas où il est. Ses dettes sont devenues aussi les miennes. L'appartement a été saisi, j'ai perdu mon travail parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Je vis chez une amie, mais... » Elle s'arrêta, comme si elle n'arrivait pas à continuer. « Mais quoi, Isabelle? » « Mais je me rends compte que je n'ai plus rien. Plus de maison, plus de travail, plus de mari. Et surtout, je n'ai plus mon père. Tu as encore ton père, Isabelle. Ton père est assis ici devant toi. La question est, veux-tu encore une fille? » Isabelle commença à pleurer vraiment, avec ces sanglots profonds que je me rappelais de son enfance quand elle se faisait mal en tombant de vélo. « Papa, je sais que je ne le mérite pas, je sais que j'ai tout fait de travers. Mais j'ai besoin de toi. Pas pour l'argent, pas pour la maison. J'ai besoin de mon père. Isabelle, dis-moi la vérité. Toute la vérité. Quand as-tu commencé à me voir seulement comme une source d'argent? » Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. Je ne sais pas exactement quand. Antoine me répétait toujours que j'étais stupide d'aimer un ouvrier, que je devais penser au futur, que tu devrais être reconnaissant si nous nous occupions de toi. Et moi j'ai commencé à le croire. Mais toi, qu'est-ce que tu pensais vraiment? Moi je pensais que tu avais 68 ans, que tu étais fragile, que tu avais besoin de protection. Mais puis j'ai commencé à penser que tu étais un poids, que ton argent nous servait plus qu'à toi, qu'à ton âge de toute façon. Elle s'arrêta, se rendant compte de ce qu'elle disait. À mon âge il ne me restait plus beaucoup à vivre, c'est ça? Papa, ce n'est pas vraiment comme ça que je pense. C'est comme ça qu'Antoine m'avait convaincu de penser. Isabelle, Antoine ne t'a pas mis un pistolet sur la tempe. Tu as choisi de l'écouter. Tu as choisi de planifier de me voler. Tu as choisi de m'appeler un vieil ouvrier ignorant qui sent le mortier. Isabelle baissa la tête. Tu as raison. J'ai choisi. Et ce sont des choix dont j'ai honte tous les jours. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle me regarda dans les yeux. Papa, je peux te demander quelque chose? Quand as-tu tout compris? Je lui racontai tout. Chaque conversation que j'avais entendue, chaque soupçon que j'avais eu, chaque nuit blanche passée à me demander comment j'avais pu me tromper si fort en l'éduquant. Donc tu as su tout pendant des semaines et tu n'as jamais rien dit. J'espérais me tromper, Isabelle. J'espérais jusqu'au dernier moment que ma fille ne soit pas vraiment capable d'une chose pareille.
Et pourtant j'étais exactement comme ça. Oui. Tu étais exactement comme ça. Isabelle se leva du canapé. Papa, je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais je veux que tu saches une chose, pendant ces mois, sans toi, j'ai compris qui tu es vraiment. J'ai compris que tu es l'homme le plus fort que je connaisse, que tu as élevé une fille seule en travaillant 12 heures par jour, que tu as aimé maman jusqu'à son dernier souffle, que tu as sacrifié tout pour me donner un avenir meilleur. Et qu'as-tu compris sur toi? J'ai compris que je suis devenu une personne que je ne reconnais pas égoïste, avide, prête à blesser celui qui m'aime le plus au monde pour obtenir ce que je croyais mériter. Elle s'arrêta devant la porte. Papa, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement de me donner la possibilité de te prouver que je peux redevenir ta fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je peux revenir vivre ici? Est-ce que je peux m'occuper de toi comme j'aurais dû le faire dès le début? Pas par intérêt, pas parce que j'ai besoin d'un endroit où habiter. Mais parce que je veux reconstruire ce que j'ai détruit. Je la regardai longtemps. Isabelle avait 42 ans, mais à ce moment elle me semblait de nouveau l'enfant qui me demandait pardon après avoir fait une bêtise. Isabelle, si tu reviens ici, tu reviens comme ma fille. Pas comme une aide-soignante, pas comme quelqu'un qui doit réparer ses erreurs. Comme ma fille qui veut passer du temps avec son père. C'est ce que je veux plus que tout au monde, papa. Et si un jour tu devais rencontrer un autre Antoine? Quelqu'un qui te convainc que ton père n'est qu'un poids à supporter. Ça n'arrivera jamais plus, papa. Je te le promets. Isabelle, les promesses sont faciles à faire et difficiles à tenir. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi, papa? J'ai modifié mon testament. Tu hériteras de tout, mais seulement si tu prouves que tu as vraiment changé. Je lui expliquai les conditions que j'avais inscrites dans le testament. Isabelle m'écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. 5 ans dans la maison de Créteil, dit-elle quand j'eus fini. Et une lettre d'excuse publique dans le journal. Exactement. Papa, et si je te disais que l'héritage ne m'intéresse pas? Que je veux seulement rester ici avec toi sans penser à ce qui arrivera quand tu ne seras plus là. Je dirais que c'est la plus belle chose que tu puisses me dire. Mais je te dirais aussi que les conditions du testament restent. Isabelle sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée. D'accord, papa. J'accepte les conditions. Mais pas pour l'héritage. Pour te prouver que j'ai vraiment changé. Cet après-midi-là, Isabelle retourna chez son amie prendre ses affaires. C'était étonnamment peu, 2 valises et quelques cartons. Tout ce qui restait de sa vie avec Antoine. Ce n'est pas beaucoup, dit-elle en portant les valises dans son ancienne chambre. C'est assez pour recommencer, lui répondis-je. Dans les jours qui suivirent, nous commençâmes à reconstruire notre relation. Isabelle se levait tôt, prenait le petit déjeuner avec moi, puis sortait chercher du travail. Le soir nous cuisinions ensemble, regardions la télévision, parlions. Au début nos discussions étaient prudentes, superficielles. Nous parlions du temps, des nouvelles, de tout sauf de ce qui s'était passé. Mais lentement, semaine après semaine, nous commençâmes à vraiment parler. « Papa, me dit-elle un soir pendant que nous faisions la vaisselle, je peux te demander quelque chose? Tu ne t'es jamais remarié après maman. Tu n'as jamais eu d'autre femme dans ta vie. Non, Isabelle. Ta mère était l'amour de ma vie. Je n'aurais jamais pu la remplacer. Mais tu ne t'es jamais senti seul. Tous les jours depuis sa mort. Mais la solitude ne se soigne pas avec une autre personne. Elle se soigne en apprenant à être bien avec soi-même. Isabelle hocha la tête pensivement. Moi je me sentais seul même quand j'étais avec Antoine. Peut-être parce que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue en étant avec lui. Et maintenant? Maintenant j'aime mieux la personne que je deviens en étant avec toi. En mars, Isabelle trouva du travail comme employée dans une petite entreprise de Créteil. Le salaire était un tiers de ce qu'elle gagnait avant, mais quand elle rentra à la maison le premier jour de travail, elle avait un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Comment ça s'est passé? Bien, papa. Vraiment bien. Le patron, Monsieur Moreau, est une personne gentille.
Je n'ai pas eu besoin de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Et qu'es-tu, Isabelle? Je suis la fille de Pierre Dubois, un maçon qui a travaillé honnêtement toute sa vie et qui m'a enseigné la valeur de la dignité. Ce soir-là, je pleurais. Mais c'était des larmes de joie. En été, Isabelle commença à s'occuper du jardin que Claire aimait tant. Les roses que ma femme avait plantées 20 ans plus tôt avaient poussé sauvagement, mais Isabelle les tailla avec soin, les arrosa, les soigna comme si c'étaient des enfants malades. Maman serait heureuse, lui dis-je un après-midi en la regardant travailler dans le jardin. Tu crois qu'elle me pardonnerait, papa? Isabelle, ta mère t'a pardonné avant même que tu naisses. L'amour d'une mère n'a pas de condition. Et l'amour d'un père? Non plus. Isabelle me regarda avec des larmes aux yeux. Même quand sa fille a été terrible. Surtout alors. En septembre, nous publiâmes la lettre d'excuse dans le Figaro. Isabelle l'avait écrite et réécrite des dizaines de fois, elle voulait qu'elle soit parfaite. Cher Parisien, commençait-elle, je m'appelle Isabelle Dubois et je veux demander publiquement pardon à mon père, Pierre Dubois, pour l'avoir traité comme un poids au lieu du cadeau qu'il a toujours été dans ma vie. J'ai permis à l'avidité d'obscurcir l'amour, j'ai permis à l'intérêt de remplacer la gratitude. Mon père a travaillé 46 ans comme maçon pour me donner tout ce dont j'avais besoin, et je lui ai rendu l'appareil en planifiant de lui voler ses économies. Je ne mérite pas son pardon, mais j'espère mériter la possibilité d'être de nouveau sa fille. La lettre fit sensation. Les journaux locaux reprirent l'histoire, les réseaux sociaux se divisèrent entre ceux qui admiraient Isabelle pour son courage et ceux qui la critiquaient pour ce qu'elle avait fait. Tu regrettes toute cette attention, demandai-je à Isabelle un soir, pendant que nous regardions un reportage télévisé sur notre histoire. Non, papa. Je regrette ce que j'ai fait, pas le fait que tout le monde le sache. Peut-être qu'un autre enfant qui maltraite ses parents y pensera à 2 fois. 1 an après nos retrouvailles, Isabelle rencontra Julien. C'était un instituteur, un homme gentil de 47 ans qui était devenu veuf 2 ans plus tôt. Ils s'étaient connus dans un cours de jardinage qu'Isabelle avait commencé pour mieux s'occuper des roses de Claire. « Papa, me dit-elle un soir, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » « Un homme. » « Oui. Mais il n'est pas comme Antoine. Julien est différent. » « Différent comment? » Julien ne m'a jamais demandé si j'avais de l'argent, il ne m'a jamais demandé pour la maison, l'héritage. Il m'a demandé si j'étais heureuse, si j'aimais mon travail, si je m'entendais bien avec mon père. Quand je connus Julien, je compris immédiatement qu'Isabelle avait raison. C'était un homme simple, honnête, avec des mains usées par la craie des tableaux et les yeux gentils de quelqu'un qui aime les enfants. « Pierre, me dit-il quand Isabelle nous présenta, j'ai entendu votre histoire. Je voulais vous dire que j'admire beaucoup ce que vous avez fait, tous les deux. Il n'est pas facile de pardonner, et il n'est pas facile de demander pardon. Julien enseigne dans une école primaire près d'ici, expliqua Isabelle. Il a 2 enfants, Lucas et Emma, de 8 et 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils pensent du fait que leur possible future belle-mère vive avec le grand-père qui sent le mortier, demandai-je en souriant. Julien rit. Mes enfants pensent qu'Isabelle a de la chance d'avoir un papa qui lui a pardonné. Et ils pensent qu'elle a de la chance de vivre avec le grand-père qui fait les meilleurs pot-au-feu de Paris. C'était vrai. Cette année-là, j'avais recommencé à cuisiner, et Isabelle se vantait toujours auprès des voisins de mes plats. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'un possible beau-père maçon retraité? Je pense que j'aurai l'honneur de faire partie de la famille d'un homme qui a su élever une fille si spéciale. Isabelle épousa Julien 1 an plus tard, dans l'église de Créteil où Claire et moi nous étions mariés 43 ans plus tôt. Ce fut une cérémonie simple, avec peu d'invités, mais pleine d'amour. Julien et ses enfants vinrent vivre avec nous dans la maison de la rue des Lilas. La maison se remplit de nouveau de voix, de rires, de vie. Lucas et Emma m'appelaient grand-père Pierre, et je leur racontais les mêmes contes que j'avais racontés à Isabelle quand elle était petite. Grand-père Pierre, me demanda Emma un soir pendant que je lui lisais une histoire, c'est vrai que maman Isabelle était méchante avec toi avant. Elle n'était pas méchante, Emma. Elle était juste confuse. Parfois les personnes adultes se confondent et font de mauvaises choses. Mais après elle s'est excusée.
Oui, elle s'est excusée. Et tu lui as pardonné? Je lui ai pardonné. Pourquoi? Parce que c'est ma fille, Emma. Et quand on aime quelqu'un vraiment, le pardon vient naturellement. Aujourd'hui, à 70 ans, je regarde ma vie et je suis heureux. Isabelle a tenu toutes ses promesses. Elle a vécu dans la maison de Créteil pendant 5 ans, en s'en occupant comme si c'était un trésor. Elle a écrit cette lettre d'excuse publique qui est devenue un exemple pour beaucoup de familles. Mais surtout, elle est redevenue ma fille. Julien s'est révélé un gendre merveilleux et un père excellent pour Lucas et Emma. Il ne m'a jamais rien demandé, m'a toujours traité avec respect, et a aimé Isabelle pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait hériter. Il y a 2 mois j'ai de nouveau modifié mon testament. Maintenant Isabelle héritera de tout sans condition, parce qu'elle a prouvé qu'elle méritait ma confiance. Mais la plus belle chose c'est que quand je le lui ai dit, elle a pleuré et m'a embrassé en disant « Papa, la seule chose que je veux hériter de toi c'est ta capacité d'aimer sans condition. » Antoine, pendant ce temps, a été arrêté pour évasion fiscale et escroquerie. Ses dettes de jeu n'étaient que la pointe de l'iceberg d'une série d'activités illégales qu'il menait depuis des années. Isabelle, quand elle a appris la nouvelle, m'a dit « Papa, merci de m'avoir sauvé de tout ça. Si tu n'étais pas intervenu, je serais maintenant en prison avec lui. » La maison de la rue des Lilas est de nouveau pleine de vie. Le soir nous nous réunissons tous autour de la table de la cuisine, moi, Isabelle, Julien, Lucas et Emma, et nous racontons nos journées. Les enfants font leurs devoirs, Isabelle prépare le dîner, Julien corrige les cahiers de ses élèves, et moi je regarde tout cela en pensant comme c'est beau une vraie famille. Parfois, quand je suis seul dans le jardin à arroser les roses de Claire, je pense à ce Noël d'il y a 4 ans quand ma fille m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. Je pense à la douleur que j'ai ressentie, mais aussi à quel point cette blessure a été importante pour comprendre qui j'étais vraiment et ce que je voulais de ma vie. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Même pas la douleur, même pas la déception, même pas la solitude de ces mois. Parce que tout cela m'a ramené ma fille, mais surtout m'a ramené à moi-même. Isabelle m'a demandé pardon 1000 fois ces années, mais la vérité c'est que moi aussi je devais me pardonner. Je devais me pardonner d'avoir élevé une fille qui avait cru que l'amour était conditionnel, que les parents étaient une propriété à exploiter, que la famille n'était qu'une question d'héritage. Maintenant je sais que je l'ai bien élevée. Les erreurs qu'elle a faites étaient les siennes, pas les miennes. Et la capacité de reconnaître ses erreurs, de demander pardon, de changer complètement de vie juste pour réparer, ça elle l'avait appris de moi et de Claire. Ma vengeance a été parfaite non pas parce qu'elle a puni Isabelle, mais parce qu'elle l'a sauvée. Je l'ai sauvée d'Antoine, je l'ai sauvée de l'avidité, je l'ai sauvée d'une vie de mensonges et de compromis. Et en échange, elle m'a sauvé de la solitude et de l'amertume. Aujourd'hui Isabelle a 45 ans, Julien 50, Lucas et Emma 13 et 15 ans. Nous avons construit une famille magnifique, basée sur l'amour vrai, le respect mutuel, la sincérité. Ce n'est pas la famille que j'avais imaginée quand Isabelle était enfant, mais elle est parfaite comme elle est. Quand je mourrai, et j'espère qu'il reste encore beaucoup de temps, je laisserai à Isabelle une maison pleine d'amour, de beaux souvenirs, et la conscience que le pardon est la forme la plus haute de l'amour. Mais surtout, je lui laisserai la certitude que son père l'a aimée inconditionnellement, même quand elle pensait ne pas le mériter. Ma vengeance s'est transformée en rédemption. Ma justice s'est transformée en miséricorde. Et ma solitude s'est transformée en la plus belle famille que je puisse désirer. C'est mon histoire. Une histoire de trahison et de pardon, de justice et d'amour, d'un père qui n'a jamais cessé d'espérer que sa fille redevienne l'enfant qui courait vers lui en criant « Papa est rentré ». Et vous savez quoi? Elle est vraiment revenue. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti l'injustice brûler en vous et la rédemption réchauffer votre âme, laissez un like et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Croyez-vous au pouvoir du pardon? Vos pensées sont importantes pour nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire vraie qui parle de justice, famille et amour.